Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de pneumocap, mais avant de vous parler de pneumocap, je voulais vous convaincre que la pneumonie aiguë communautaire est un vrai sujet. Voilà, et je me suis dit que j'allais commencer. Voilà, pourquoi s'intéresser finalement à la pneumonie aiguë communautaire? C'est une pathologie qui est assez ancienne. Rapidement, mes liens d'intérêt, vous avez bien compris que j'ai parlé de pneumocap, donc je suis un des deux co-investigateurs principaux avec le professeur Serge Gilbert, et je suis également impliqué dans l'outil Antibioclic, qui, comme vous le savez tous, est un outil totalement indispensable à votre pratique quotidienne. Voilà. Alors pour revenir à notre sujet sur les pneumonies, on pourrait se dire finalement il ne se passe pas grand-chose sur les pneumonies. En tout cas, ça n'intéresse pas tellement les gens qui s'occupent des recommandations, parce que les dernières recommandations françaises, c'est la SPILF en 2006, mis à jour en 2010. Si on regarde les recommandations, les quelques messages clés, alors oui, la pneumonie aiguë communautaire, c'est une infection du parenchyme pulmonaire d'évolution aiguë. Pneumocoque est l'agent pathogène le plus fréquemment isolé, ce qui est quand même une question qu'on se pose nous beaucoup et qu'on se pose particulièrement dans pneumocap, parce qu'on n'est pas si sûr qu'aujourd'hui, avec le niveau de vaccination anti-pneumococcique, le pneumocoque soit encore si présent. La radiographie thoracique de face est indispensable. Donc ça reste maintenant quasiment une des spécificités françaises. Il y a pas mal de pays européens, et y compris des pays en Amérique du Nord, où la question de la radiographie thoracique a été beaucoup discutée. Et puis, une petite phrase, aucun signe clinique radiologique ou biologique n'a de valeur discriminante suffisante pour identifier le micro-organisme en cause. Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nouveaux outils sur lesquels il faudrait, à mon avis, réfléchir pour essayer d'identifier les étiologies et peut-être revoir notre stratégie globale de prise en charge des pneumonies qui, aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, mais en prescrivant de l'amoxicilline, on cible principalement le pneumocoque. Et donc, on cible une pathologie, une bactérie, sur laquelle on n'a pas vraiment de données en termes d'incidence, de prévalence ou de profil de population. L'épidémiologie, des données extrêmement anciennes, plus de 15 ans, 400 000 à 600 000 cas par an. On ne sait pas vraiment, aucun répertoire, aucune donnée d'incidence sur les pneumonies, en tout cas en ville. Il y a des données en milieu hospitalier, mais on sait que ce n'est pas les mêmes patients, pas le même profil. Et puis les étiologies, donc une grosse publication de Jane dans le New England en 2015, qui est venu mettre un petit peu un pavé dans la mare en disant, voilà, finalement, il y a certainement des pneumonies virales, des pneumonies purement virales. Dans cette publication, le pneumocoque est très minoritaire, il est moins présent que les virus. Et puis, il y a probablement des co-infections virus-virus et des co-infections virus-bactéries. Voilà. Donc quand on se dit ça, on se dit, bon, bah, quand même, peut-être que ces recommandations, ça vaudrait peut-être le coup d'y réfléchir et peut-être revoir un petit peu notre stratégie de prise en charge. Et avant tout ça, je voulais vous faire la primeur d'un petit travail, c'est-à-dire qui va être bientôt publié dans BMC Infectious Disease. On s'est posé la question, finalement, quand on regarde les données de la littérature sur la pneumonie, les données sont extrêmement hétérogènes. Voilà, donc on voit des données qui disent les biomarqueurs c'est super, d'autres qui disent les biomarqueurs ça sert à rien, qui remettent en cause l'intérêt de la radiographie, qui remettent en cause la durée de l'antibiothérapie, dans des essais de non-infériorité, qui essaient de tester 3 jours d'antibiothérapie, en se disant que ça fonctionne, d'autres qui remettent en question. Donc on se dit, mais mince, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la définition de la pneumonie? Et donc un bon moyen de faire ça, c'est d'aller voir sur un site qui s'appelle Clinical Trial, où ils sont censés être enregistrés tous les essais contrôlés randomisés qui sont menés dans le monde entier, international. Voilà. Donc on a fait ce petit jeu-là, on est allé voir tous les essais contrôlés randomisés pour qui s'intéressaient à des pneumonies de l'adulte. En fait, il y en a 72 dans Clinical Trial. On a réussi à en analyser 47, c'est-à-dire 47 études pour lesquelles on a pu récupérer les critères d'inclusion. Alors là, à votre avis, combien de définitions, de critères d'inclusion différents sur 47 études sur les pneumonies aiguës de l'adulte? 42. Voilà, donc 42 définitions différentes. Alors si on fait un travail de synthèse, on arrive à les regrouper dans 8 grosses définitions, 8 patterns différents. Et ces patterns, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on les applique à une population de référence, qui est une population pour laquelle le niveau de certitude diagnostique est extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'on a suivi les gens 1 mois après le diagnostic, on les a multi-explorés par de nombreux examens biologiques, radiologiques, microbiologiques. Donc pour cela, on est sûr qu'ils ont réellement une pneumonie. Et bien, quand on applique les différentes définitions, on a des sensibilités qui sont extrêmement variables, de 9 à 56%, des spécificités qui vont de 56 à 97%, et surtout des taux de faux positifs. C'est-à-dire qu'on peut inclure des patients à tort jusqu'à 20%, et ça interroge beaucoup sur des études de non-infériorité, c'est-à-dire que vous décidez de proposer une nouvelle thérapeutique dans le diagnostic de la pneumonie, vous voulez dire que vous n'allez pas être inférieur au traitement de référence. Aujourd'hui, si vous voulez mener une étude dans laquelle vous voulez être sûr de montrer votre non-infériorité, je peux vous donner les critères d'inclusion qui vous permettront d'aboutir à une non-infériorité certaine. Donc en fait, on sait aujourd'hui qu'on peut biaiser
les résultats d'une étude simplement en choisissant des critères d'inclusion qui iront dans le bon sens. Donc ça interroge quand même sur la question des choix des critères d'inclusion. Alors dans notre pratique courante, sinon, en termes de diagnostic, qu'est-ce qu'on a comme outil? On a la radiographie thoracique. Donc je vous rappelle aujourd'hui, l'ANSM dit que la radiographie thoracique est un outil indispensable. Donc on sait que pourtant, quand on fait relire une même radiographie à plusieurs radiologues ou un médecin généraliste, un radiologue, ou un médecin urgentiste, un radiologue, la variabilité interobservateur est majeure, voilà, avec un accord interobservateur qui est extrêmement faible. On arrive à un niveau modéré quand on prend deux radiologues experts l'un avec l'autre. Voilà. Et puis les données de l'étude CAPA, qui ont été menées par Henri Partouche et le DMG de Paris 5, extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'on voit que le fait de faire une radiographie thoracique ne va pas avoir d'impact sur la mise en route du traitement, ni sur l'évolution des patients. C'est-à-dire que les patients, qu'ils aient eu une radiographie ou pas, ils y vont évoluer pareil, ils seront traités par antibiotiques. Le scanner thoracique, donc ça c'est un outil pas forcément très utilisable en ville, effectivement on peut se poser la question aujourd'hui. Pour autant, avec des scanners thoraciques faible dose, on est aussi peu irradiant qu'avec une radiographie thoracique. Et là, une publication extrêmement intéressante il y a 3 ans, de Yann-Éric Lessens. Ils ont pris des patients aux urgences, donc je sais que ce n'est pas exactement les mêmes patients que nous, mais tous ces patients ont eu et des radios et des scanners. Et alors, 30% des patients qui n'avaient pas de pneumonie au scanner, qui n'avaient pas de pneumonie à la radio, avaient une pneumonie au scanner, extrêmement intéressant. 30% des patients qui avaient une vraie image de radiographie thoracique avec un vrai foyer de pneumonie, en fait, ils n'en ont pas au scanner. Voilà. Donc on se dit, nous qui utilisons et qui nous appuyons sur la radiographie thoracique, finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait? Un nouvel outil qui, lui, sera peut-être plus facilement utilisable en ville, l'échographie thoracique, qui est un outil extrêmement intéressant. Chez l'enfant, on a montré qu'il était plutôt très efficace. Et là, une publication intéressante d'Amplos, où on voit que radiographie thoracique versus échographie thoracique, on a une AUC qui est très très supérieure à 0,90 versus 0,50 pour la radiographie thoracique. Donc c'est un outil qui a priori est assez performant pour discriminer un patient qui a vraiment une image de pneumonie et un patient qui n'a pas d'image de pneumonie. Dernier outil, donc les biomarqueurs. Donc la CRP, vous la connaissez tous. Voilà. C'est un marqueur d'inflammation. Moi, je l'ai testé, la CRP, sur des patients qui avaient des niveaux de certitude élevés de pneumonie. Ça ne discrimine pas bien. C'est-à-dire qu'on sait que le patient a une infection, mais en fait, chez les patients âgés, il y a des infections sous-diaphragmatiques qui miment parfaitement une pneumonie. Et la procalcitonine, qui est un outil qui a été mis très en avant dans les infections respiratoires, aujourd'hui, c'est très, très discuté. Et surtout, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser en ville une procalcitonine, même en région parisienne. Moi, je peux attendre 3-4 jours pour une procalcitonine, ce qui est un petit peu long pour décider de mettre en route une antibiothérapie. Alors, nos recommandations sur la durée de l'antibiothérapie. Donc, aujourd'hui, les recommandations, c'est 7 à 14 jours. Voilà. Dans Antibioclic, on a fait un choix de dire 7 jours, donc on a pris déjà la moyenne basse, en fait. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'antibiothérapie, il y a un nouveau dogme qui est en train d'apparaître, qui est plus court, c'est mieux. Voilà. Donc, shorter is better, avec des stratégies de réduction de la durée de l'antibiothérapie. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on commence un petit peu à être efficace, c'est-à-dire que l'indication des antibiothérapies est mieux ciblée, on arrive à convaincre les professionnels de ne pas prescrire d'antibiotiques dans certaines situations, mais probablement il y a un autre chantier qui est la réduction de la durée de l'antibiothérapie. Et on a quand même pas mal de données aujourd'hui pour dire qu'il est assez possible, probablement pour certains patients avec des signes sans signe de gravité, avec des pneumonies d'intensité modérée, peut-être de réduire la durée de l'antibiothérapie à 5 jours. On a un essai de non-infériorité qui a été présenté à l'ECMID en 2018, là, au mois d'avril, qui a testé 3 jours versus 8 jours en non-infériorité. Alors, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les questions des critères d'inclusion est discutable pour cette étude, mais c'est assez intéressant. Et puis, quand on regarde l'histoire de la pneumonie, en fait, on se rend compte qu'au début de la pénicilline, le traitement de la pneumonie, c'était 24 heures. Alors aujourd'hui, la pneumonie aiguë communautaire, on a des données qui sont très discordantes, en particulier sur la question de l'étiologie, c'est-à-dire que le pneumocoque, ça va de 5 à 25% selon les études, et surtout des données qui ne sont absolument pas des données de ville, qui sont des données hospitalières. L'intérêt de la radiographie thoracique, très discuté, on voit sur des recommandations françaises qui maintiennent l'obligation de la radio. Les biomarqueurs, très discutés également. La durée de l'antibiothérapie, est-ce que finalement, oui, réduire à 5 jours, ça serait pertinent pour des patients qui n'ont pas de signe de gravité? Et surtout, quasiment pas de données en ville, quasiment pas de données de médecine générale. Voilà. Et des recommandations qui, aujourd'hui, à mon avis, sont désuètes.
Donc il est aujourd'hui indispensable d'avoir des données sur les pneumonies communautaires en médecine générale. Et la bonne nouvelle, c'est que Pneumocap est là pour répondre à ces questions. Donc Pneumocap, c'est une étude qui est portée par 2 départements de médecine générale, celui de Paris-Descartes et celui de Paris-Diderot. Le promoteur est le CNGE, il y a un financement industriel qui est le laboratoire Pfizer, et il y a des collaborations donc avec l'ESSEC parce qu'il y aura une partie médico-économique, avec le Centre national de référence pneumocoque compte tenu des prélèvements qui sont réalisés, et avec le laboratoire Cerba, parce qu'il y a des PCR nasopharyngés qui sont réalisés en ville. Le design de Pneumocap, il est assez simple. En fait, notre objectif, c'est d'avoir des données sur toutes les pneumonies qui sont vues en ville. On connaît la complexité en ville d'avoir une radiographie dans des délais rapides, on sait la complexité d'avoir des prélèvements dans des délais rapides, donc on a tout prévu. Notre groupe d'intérêt, c'est bien évidemment des patients qui ont une radiographie thoracique avec toutes les limites que je viens de vous donner, mais l'idée c'est que lorsque vous voyez un patient en consultation, si vous pouvez avoir une radiographie thoracique dans un délai raisonnable, c'est-à-dire en gros dans les heures qui suivent, dans les 6 heures qui suivent, l'objectif c'est que si ce patient a une radiographie positive, il va être multi-exploré, pas dans des pratiques habituelles, mais il va avoir tous les examens biologiques, bactériologiques qui sont aujourd'hui utilisés, c'est-à-dire l'antigénurie, la PCR nasopharyngée, des hémocultures, tous les tests qui nous permettraient d'identifier les étiologies. Il va également avoir un autoquestionnaire sur ses symptômes. L'objectif, c'est également nous de voir finalement un patient qu'on traite par antibiotiques, qui n'avait pas forcément de signe de gravité de pneumonie, au bout de combien de temps ces symptômes de pneumonie disparaissent. Et puis, on veut augmenter notre niveau de certitude, ce qui fait qu'on rappelle notre patient 1 mois après l'avoir vu. Voilà. Et s'il était hospitalisé, on le rappelle même 3 mois après, parce qu'on sait que les patients qui sont hospitalisés pour une pneumonie, ils ont plus de signes de gravité que les autres. Donc ça, c'est bien évidemment le groupe qui nous intéresse le plus, parce que c'est lui qui va avoir le plus d'exploration possible. Mais si le patient a une radiographie qui ne montre pas de signe de pneumonie, on souhaite quand même recueillir ces données cliniques, ces symptômes, en fait. Et puis il y a 2 autres groupes. Le groupe des patients pour lequel il est très difficile d'avoir les examens complémentaires dans les délais, ça nous intéresse de savoir si vous avez vu, et on recueille un minimum d'informations pour eux. Et puis les patients directement hospitalisés, qui sont peut-être ceux qui ont du pneumocoque, qui sont potentiellement peut-être les plus graves, pour lesquels on va récupérer le contrôle d'hospitalisation. Les critères d'inclusion, c'est extrêmement large, c'est tout patient adulte qui a des signes cliniques de pneumonie, et sur votre signe clinique de pneumonie, il faut au moins un signe d'infection et un signe de localisation pulmonaire, et l'étude court jusqu'en décembre 2019, donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours devenir investigateur, et vous êtes les bienvenus demain, 12h50, salle courte ligne, pour rencontrer l'équipe de Pneumocap, soit pour rediscuter avec nous. Si vous voulez nous écrire un mail, c'est contact.pneumocap. Et si vous voulez discuter avec un membre du COPIL, professeur Serge Gilbert, professeur Henri Partouche, docteur Juliette Pinault, docteur Raphaël Pecker et docteur Cyril Vartagnan et moi-même, on est à votre disposition sur le congrès. Merci beaucoup. Alors, on n'est jamais sûr à 100%. Le seul moyen d'avoir une certitude sur la pneumonie, il y a des Espagnols qui l'ont fait, c'est la biopsie pulmonaire. Mais on ne va pas le faire. Donc, alors, en pratique, on va aller vers en gros un niveau de certitude, voilà. Et donc ça va être c'est l'ensemble des résultats qu'on va obtenir. Donc c'est les signes cliniques, bien évidemment, qui sont plus larges que juste ceux d'inclusion. C'est l'ensemble des marqueurs biologiques, bactériologiques. C'est-à-dire que si on identifie de la bactérie, par exemple, qui est compatible avec une pneumonie, ça sera un élément. La radiographie avec les limites qu'on a données, et également le suivi à J28. C'est-à-dire que le fait de rappeler le patient 1 mois après, en fait, permet quand même de savoir s'il n'y a pas eu finalement un autre diagnostic qui a été posé quelques jours après. Et c'est aussi comme ça qu'on a un niveau de certitude qui est plus élevé. Et le fait de suivre les symptômes va également nous donner des éléments. C'est-à-dire qu'un patient qui va guérir 24 heures après le début de l'antibiothérapie, c'est quand même assez peu probable qu'on soit sur une réelle pneumonie. Donc en fait, c'est l'ensemble des données qui vont nous permettre de définir probablement des patterns, enfin des groupes de patients pour lesquels on a un niveau de certitude élevé. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, ça va dans le sens de la réflexion de madame. Vous faites 2 groupes en fonction de s'il y a une radio, des signes cliniques à la radio thoracique ou non. Or ça, d'après ce que vous venez de dire, ça me paraît à risque justement de ne pas ramasser assez de cas dans le contingent, enfin dans le bras, où vous ne faites pas de radio. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire chez tous? Alors on aurait aimé le faire chez tous. En fait, une des difficultés dans la recherche clinique, c'est l'argent, malgré tout. Et donc on a dû être un peu pragmatique. C'est-à-dire qu'en ayant un résultat de radiographie positif, on augmente notre sensibilité, en fait, notre chance d'avoir quand même une pneumonie. Et compte tenu des examens biologiques, bactériologiques qui sont réalisés, qui sont assez coûteux et assez nombreux,
il n'aurait pas été réalisable de faire les mêmes examens chez des patients qui avaient une radiographie négative, parce qu'on sait que malgré tout, même si ce n'est pas un outil qui est ultra performant, il permet quand même d'augmenter le niveau de sensibilité en termes de repérage. Pfizer aurait pu donner plus. Mais pour la prochaine fois, on leur demandera plus. C'est-à-dire que personne chez qui il ne s'agissait pas d'une pneumonie. Alors, dans notre étude, on ne le sait pas, en fait, et tout dépend des critères d'inclusion que vous choisissez. C'est-à-dire que votre taux de faux négatif, plus vous prenez des critères d'inclusion qui sont sensibles et peu spécifiques, plus vous allez avoir de faux positifs. Voilà. Donc ça dépend des critères d'inclusion que vous choisissez. Nous, on a pris volontairement des critères d'inclusion qui sont extrêmement sensibles pour pouvoir aller jusqu'à la radio ensuite, et c'est un choix. L'échantillon, il y a combien de malades dans votre échantillon? Alors notre objectif, il est très ambitieux, il est de recruter 1000 pneumonies positives, voilà, 1000 pneumonies à radiographie positive. Bon, l'idée, c'était qu'on sait qu'en France, à peu près, un médecin généraliste va voir aux alentours de 4 à 5 pneumonies par an. Voilà. Donc sur une étude qui va durer 2 ans, c'est ça notre objectif. Là, on a 250 investigateurs actifs et probablement encore une soixantaine qui est en cours de recrutement. Tous les patients que vous avez pris sont des patients qui ont été vus en médecine de ville? Oui. Pas de biais par les urgences? Non, justement, on sait que les patients qui sont vus aux urgences, ils sont plus âgés, ils ont plus de pathologies chroniques et ils sont souvent pas en première ligne d'antibiothérapie, ce qui est une vraie question sur le résultat des données bactériologiques à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont souvent déjà reçu une antibiothérapie en ville et qui arrivent aux urgences parce qu'ils sont en échec de traitement. Donc c'est en ça aussi, c'est assez intéressant pour avoir des patients qui sont potentiellement naïfs de toute antibiothérapie, même si dans l'étude pneumocap, le fait d'avoir eu une antibiothérapie n'est pas un critère d'exclusion, c'est simplement qu'ils n'ont pas l'ensemble des examens bactériologiques. S'il vous plaît, revenons à votre exposé sur la pneumonie. Oui. La place de l'échographie. Oui. Est-ce que les patients qui ont été examinés en échographie l'ont été systématiquement? Tous les patients qui ont une suspicion de pneumonie ont été examinés par échographie. Alors dans l'étude que je vous ai présentée, c'est une méta-analyse et il y a 2 études principales qui sont incluses dans cette méta-analyse. Il y en a une où ils ont fait systématiquement radio versus écho, voilà, et l'autre où ils ont fait systématiquement scanner versus échographie. Voilà. Et dans les 2 cas, on montrait que l'échographie était un bon outil. L'échographie a toujours été faite par un radiologue ou par le médecin recruteur lui-même? Alors c'est en milieu hospitalier, donc c'était un radiologue. Juste une remarque par rapport aux durées de l'antibiothérapie. Il y a 10 ans, on disait aux patients, il faut vraiment aller jusqu'au bout de votre traitement antibiotique, et quelque part, ils se faisaient fâcher s'ils arrêtaient avant. Et je trouve que ça met bien en perspective qu'avec les études scientifiques, on revient sur des dogmes qu'on a assénés aux patients, et que du coup, on peut aussi... des fois, ils ont raison de ne pas nous écouter, finalement. Oui, en fait, ils avaient raison. Et il est assez probable qu'aujourd'hui, on puisse arriver à 3 jours, voire 5 jours, à condition de ne plus avoir de symptômes depuis 24 à 48 heures. Et donc, les patients qui arrêtaient spontanément parce qu'ils allaient mieux, ils n'avaient peut-être pas forcément tort. Alors déjà, je voulais vous féliciter pour Antibioclick, parce que c'est quelque chose dont on se sert tous les jours. Enfin, je pense beaucoup d'entre nous servons tous les jours pour s'assurer de la légitimité de nos prescriptions. Deuxièmement, la procalcitonine à Lille, on l'a dans la journée. Donc on doit être privilégié. Et troisièmement, vous disiez que pour le critère d'inclusion, il fallait que la radiographie soit réalisée dans les 6 heures. Est-ce que c'est 6 heures après qu'on ait vu le patient en cabinet? Et est-ce qu'on doit prévenir le radiologue de nous rappeler s'il voit quelque chose sur la radio? Parce que entre le temps que le patient fasse sa radio, qu'on reçoive le compte-rendu par PipCrypt ou par courrier, ou que le radiologue est oublié, le patient peut passer à la trappe. Et donc ça peut faire en sorte qu'on ait des réelles pneumopathies chez des patients qui seraient admissibles à votre protocole, qui passent à la trappe à cause de ça. Alors, dans le cadre du protocole, la justification de cette radiographie dans les 6 heures, c'est simplement qu'il
étant donné qu'on souhaitait que les patients soient explorés après radiographie, il ne fallait surtout pas qu'on retarde la prise en charge d'un patient du fait du protocole. Donc là, c'était la raison du cadre du protocole. La question de ces 6 heures, 8 heures, on est à peu près au maximum en termes de délai. C'est le délai entre le premier contact avec le médecin généraliste et la mise en route de l'antibiothérapie. C'est ce qui est dans les recommandations aujourd'hui, même si là aussi c'est discutable. Et pour le cas de pneumocap, ce qui compte, c'est l'interprétation du radiologue ou du médecin généraliste. C'est-à-dire que si le médecin généraliste estime qu'il y a un foyer de pneumonie sur la radiographie, il peut inclure le patient, bien évidemment. Il a le droit même de ne pas être d'accord avec le radiologue, puisque c'est le dernier avis, celui du médecin généraliste qui est le médecin qui décide de mettre en route le traitement.